On entend dire ces derniers temps que le Japon est devenu un véritable paradis pour les espions russes. On dit aussi qu'une grande partie des composants des armes fabriquées par la Russie provient du Japon. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Allons-y tout de suite. Avant cela, si vous souhaitez recevoir les nouvelles internationales les plus rapides au monde, merci d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Je vous en serai reconnaissant. Selon le New York Times, les composants japonais sont actuellement d'une grande aide pour la Russie. On estime que 90% des missiles et drones russes contiennent des pièces fabriquées au Japon. En mai, la Russie a attaqué Kiev avec un missile de croisière KH-101. Malheureusement, au moins 24 personnes ont perdu la vie lors de cet événement tragique. Selon les autorités d'enquête ukrainiennes, après avoir examiné le missile, il a été révélé qu'il contenait des composants japonais interdits à l'exportation. Il s'agissait d'un dispositif de guidage du missile. De plus, il a été confirmé que le 20e département, une organisation secrète relevant de la direction générale de l'état-major russe, a mis en place un réseau d'approvisionnement à Tokyo pour fournir ces pièces. Toujours selon le New York Times, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le monde occidental a expulsé tous les espions russes. Le problème, c'est qu'un grand nombre de ces espions sont entrés au Japon. Le gouvernement ukrainien a envoyé à plusieurs reprises des lettres officielles au Japon, mais il semble que le Japon n'ait pas pris de mesures significatives. Le gouvernement ukrainien a fourni à plusieurs reprises des preuves au gouvernement japonais, montrant que des composants japonais sont utilisés dans les armes russes. Rien qu'en avril 2025, le ministère japonais des Affaires étrangères a reçu au moins 8 lettres officielles. Ces lettres contenaient des listes et des photos de circuits imprimés, et de semi-conducteurs japonais récupérés sur des missiles balistiques, entre autres. Parmi les fabricants de ces composants figuraient NEC, Panasonic, Toshiba et d'autres entreprises japonaises. Aucune preuve n'indique que ces entreprises japonaises aient sciemment vendu à la Russie. La Russie aurait aussi cherché à importer du carburant pour avions du Japon. D'après Reuters, à cause des attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, la Russie manque de carburant et prévoit d'importer plus de 200 000 barils depuis Chiba. Selon Gigi, ce carburant serait transféré vers la Russie via un pétrolier coréen, après transbordement au large. Malgré l'absence de commentaires de la Russie, de la Corée ou du Japon, la Russie cherche toujours à importer divers carburants et composants via le Japon. Le problème, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, le pouvoir d'État japonais, en réfléchissant à l'utilisation excessive des agences de renseignement par le passé, a longtemps imposé des restrictions strictes sur le champ d'action de ces agences. Des organisations telles que l'Agence d'enquête de la sécurité publique et le Bureau d'enquête du cabinet existent, mais il existe de nombreuses limitations quant à la collecte active d'informations à l'étranger, à la surveillance ou à la neutralisation des activités des agences de renseignement étrangères. Il a souvent été souligné que chaque agence ayant des domaines de responsabilité distincts, il manque un système permettant d'intégrer rapidement les informations et d'y répondre efficacement. De plus, il n'existe pas de loi permettant de sanctionner globalement les actes d'espionnage des agents de renseignement étrangers, ce qui fait que, même si des activités suspectes sont détectées, les moyens juridiques applicables sont souvent limités. Dans certains cas, les poursuites se sont limitées à des accusations de fuite de secrets commerciaux ou de violation de lois spécifiques, et il a parfois été difficile de tenir directement les agents de renseignement étrangers pour responsables. Dans un tel environnement, il est inévitable que le Japon soit perçu comme un terrain favorable aux activités des agences de renseignement étrangères. Les agences de renseignement russes auraient aussi ciblé précisément cet aspect. Elles ont continué à chercher à obtenir les matériaux nécessaires, en tirant parti des entreprises japonaises, à la pointe de la technologie, de leur réseau logistique et de la chaîne d'approvisionnement en composants électroniques, qui est compétitive à l'échelle mondiale. En particulier, parmi les produits commercialisés à des fins civiles, les articles à double usage pouvant également être utilisés à des fins militaires sont souvent difficiles à distinguer des transactions commerciales normales, ce qui rend leur traçabilité et leur blocage compliqués. En empruntant des réseaux de transport complexes traversant plusieurs pays, des analyses indiquent que des produits venus du Japon finissent dans les systèmes d'armement russes. Le fait que ces réseaux d'approvisionnement détournés aient continué de fonctionner malgré la mise en place de restrictions à l'exportation par le gouvernement japonais et le respect des réglementations par les entreprises montre que les systèmes actuels ont leurs limites pour faire face à ce problème. Le Japon a conclu que le système actuel ne suffit pas à contrer efficacement les agences de renseignement étrangères. Le 27 mai 2026, la Chambre basse du Japon a adopté le projet de loi créant l'Agence nationale du renseignement, surnommée la version japonaise du CIE. Cette loi vise à créer une agence de renseignement et à regrouper ses fonctions, auparavant dispersées dans plusieurs ministères, sous un seul commandement. Le Conseil national du renseignement, créé simultanément, sera l'organe suprême supervisant la politique de renseignement du Japon.
Le Premier ministre présidera le Conseil, auquel participeront 9 hauts responsables, dont le président de la Commission nationale de la sécurité publique, le secrétaire général du cabinet, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et d'autres ministres concernés. Ils délibéreront et décideront des politiques concernant la sécurité nationale, la lutte contre le terrorisme, l'analyse des activités de renseignement à l'étranger et la réponse au mouvement des agences de renseignement étrangères. Ce conseil jouera le rôle de coordonner une stratégie gouvernementale unifiée, rompant ainsi avec le mode de fonctionnement où chaque organisme agissait séparément. L'Agence nationale du renseignement soutiendra ce conseil en tant qu'organisation opérationnelle. Elle centralisera et analysera les informations recueillies par le ministère des Affaires étrangères, l'Agence d'enquête sur la sécurité publique, la Division des Affaires étrangères et de la sécurité publique de la police nationale, ainsi que le service de renseignement du ministère de la Défense, et rapportera rapidement les informations nécessaires au gouvernement. Jusqu'à présent, le partage des informations entre les différentes agences prenait du temps, ou les critères d'analyse différaient, ce qui ralentissait la réaction. Le gouvernement japonais a donc décidé de renforcer la centralisation de la collecte et de l'analyse des renseignements pour résoudre ces problèmes. L'Agence nationale du renseignement sera créée en élargissant et en réorganisant le bureau d'enquête sur le renseignement du cabinet, qui dépend directement du Premier ministre et comptera environ 700 membres. Son statut sera également considérablement renforcé. L'Agence nationale du renseignement et son directeur auront un statut équivalent à celui du secrétariat à la sécurité nationale NSS, chargé de la politique de sécurité et de la diplomatie du Japon, afin que les résultats de l'analyse du renseignement soient directement reflétés dans le processus de prise de décision politique nationale. La création du Conseil national du renseignement et de l'Agence nationale du renseignement fait également partie des principales politiques de sécurité que Sanae Takaichi, alors Premier ministre, avait présentées comme promesse phare lors des élections à la Chambre des représentants. Le gouvernement japonais estime que le renforcement des capacités de collecte et d'analyse du renseignement, en réponse à l'évolution rapide de l'environnement sécuritaire, est directement lié à la compétitivité nationale, et il s'emploie donc à réformer rapidement les systèmes concernés. De plus, le Parti libéral-démocrate japonais considère que la simple réorganisation des agences de renseignement n'est pas suffisante, et accélère également la révision des lois pertinentes. L'essentiel est de modifier la loi sur l'interception des communications, afin d'autoriser l'écoute des communications dans le but d'assurer la sécurité nationale. Au Japon, l'interception judiciaire n'est autorisée que lors d'enquêtes criminelles avec mandat, et des dispositifs existent contre les cyberattaques. Cependant, selon le Parti libéral-démocrate, il manque au Japon des pouvoirs d'interception distincts, permettant d'identifier à l'avance les activités d'espionnage des agences de renseignement étrangères ou les menaces directement liées à la sécurité nationale. Takayuki Kobayashi, président du conseil de recherche sur les politiques du Parti libéral-démocrate, a également souligné qu'il existe des dispositifs pour les enquêtes criminelles, mais que le système de collecte de renseignements pour la sécurité nationale est insuffisant, et qu'il faut renforcer la capacité de défense en matière de renseignement. Le Parti libéral-démocrate estime également qu'il faut gérer de manière plus transparente les tentatives d'influence des forces étrangères sur la politique et la société japonaise. À cette fin, il travaille également à l'adoption d'une loi dite d'enregistrement des agents étrangers, qui obligerait les individus et les organisations menant des activités de lobbying ou des activités politiques au nom de gouvernements ou d'organisations étrangères à s'enregistrer. L'objectif est de rendre public au nom de qui ces activités sont menées, afin que le gouvernement et la population puissent vérifier l'existence d'une influence étrangère. En outre, l'introduction d'une nouvelle infraction visant à sanctionner plus directement les actes d'espionnage est également à l'étude. Actuellement, au Japon, il est possible d'appliquer des accusations telles que la fuite de secrets commerciaux ou la violation de certaines lois, mais il a été souligné qu'il manque une législation permettant de sanctionner de manière globale la collecte ou la transmission d'informations au profit de pays étrangers. Le Parti libéral-démocrate affiche sa volonté de combler cette lacune par une législation appropriée. Bien entendu, il existe aussi de nombreuses opinions opposées, car on craint qu'un accroissement excessif des pouvoirs des agences de renseignement ne porte atteinte à la vie privée des citoyens et à la liberté de communication. Conscient de ces critiques, le Parti libéral-démocrate a inclus dans sa proposition la nécessité de mettre en place des dispositifs permettant au Parlement et à un organisme de surveillance indépendant de contrôler en permanence l'exercice des pouvoirs du gouvernement, même si les pouvoirs de collecte de renseignements sont élargis. Le texte souligne le renforcement du renseignement, avec des contrôles pour éviter les abus de pouvoir. Les experts japonais pensent que cette réforme ne cible pas seulement la Russie. Pour le gouvernement japonais, la fuite de technologies de pointe est actuellement l'une des principales menaces de sécurité. En particulier, dans des domaines directement liés à la compétitivité nationale tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, l'aérospatiale et l'industrie de la défense, des inquiétudes persistantes ont été soulevées concernant l'intensification des activités de collecte de renseignements par plusieurs pays, y compris la Chine. Au Japon, les tentatives répétées d'acquisition de technologies clés auprès des universités, des instituts de recherche et des entreprises privées sont devenues un problème récurrent, ce qui a conduit à une montée des voix affirmant que les systèmes actuels sont insuffisants pour y faire face. En réalité, le gouvernement japonais, après avoir défini la sécurité économique comme un pilier essentiel de la sécurité nationale, continue d'élargir ses politiques de protection des industries de pointe. Il révise ses systèmes afin de gérer non seulement les technologies liées aux semi-conducteurs, aux batteries de nouvelle génération, aux machines de précision et aux terres rares, mais aussi les technologies de défense, en tant qu'actifs stratégiques nationaux. Dans ce contexte, le renforcement des fonctions des agences de renseignement est également considéré comme une extension des politiques de sécurité économique.
Le gouvernement japonais maintient une position consistant à mettre en place un système pour répondre aux activités de collecte d'informations de toutes les agences de renseignement étrangères, plutôt que de désigner officiellement un pays en particulier. Cependant, de nombreux analystes estiment que parmi les médias japonais et les experts en sécurité, la possibilité de fuite de technologie via la Chine, ainsi que les activités d'espionnage de la Russie, sont également considérées comme des cibles importantes à surveiller. En particulier, avec l'augmentation des cas où des acteurs accèdent à des technologies clés sous couvert d'activités normales, telles que la recherche conjointe avec des instituts étrangers, les fusions et acquisitions d'entreprises, la coopération technologique ou les échanges de personnel, il est de plus en plus probable que le rôle des agences de renseignement s'étende du domaine traditionnellement centré sur le renseignement militaire à celui de la sécurité industrielle et économique. Pour cette raison, la réorganisation des agences de renseignement que le Japon poursuit est également interprétée comme un mouvement visant à établir un nouveau système de sécurité, non seulement pour détecter les espions, mais aussi pour protéger les technologies clés du pays et sa compétitivité industrielle.